Donc bonjour à tous. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs de cette journée pour m'avoir permis de communiquer. Alors dans le cadre de ma thèse, j'ai dû m'intéresser à l'apiculture et plus particulièrement l'apiculture bretonne à l'époque moderne. Donc le miel de Bretagne à cette période est un miel de sarrasin. Il est très sombre et assez fort en goût. Si en Bretagne, sa consommation est extrêmement répandue, il est assez mal perçu dans le reste de la France. On lui préfère des miels plus doux comme des miels de lavande, de bruyère ou de romarin. Pourtant, les pains d'épicier de la région de Reims en sont très friands puisqu'ils utilisent uniquement le miel de Bretagne pour confectionner leurs gâteaux. Cela n'empêche pas non plus à ce produit d'être exporté en très grande quantité tout au long de l'époque moderne vers les Pays-Bas. Alors aujourd'hui, mon propos va porter sur les ruches utilisées au XVIIIe siècle et plus particulièrement les ruches utilisées en Bretagne. Puis je vais m'intéresser aux méthodes employées pour la récolte du miel et de la cire. Et enfin, la dernière partie de mon exposé portera sur les usages des produits de la ruche. Alors, véritable maison, mais aussi lieu de travail pour les abeilles, les ruches ne sont apparues qu'avec la domestication des abeilles par l'homme, et donc la naissance de l'apiculture. Auparavant, ce sont les abeilles qui choisissaient un lieu où s'établir, dans le tronc d'un arbre, entre deux pierres, dans des buissons. Il fallait un lieu clos où les nuisibles ne pouvaient pas pénétrer. À l'époque moderne va se développer l'apiculture, donc l'homme va domestiquer les abeilles et donc c'est lui qui va se charger à ce moment-là de leur trouver un lieu de vie. Il va être ainsi plus facile de récolter le fruit du travail des abeilles. Alors concernant la fabrication des ruches, il n'y a pas de normes. Autant des matériaux, donc les matériaux peuvent être par exemple de la terre cuite, du bois, de la pierre, de l'éclisse, de l'osier ou encore du verre. Concernant les formes, c'est pareil, on peut trouver des ruches rondes, des ruches carrées, des triangulaires ou encore des ruches cylindriques. Même si aucune consigne n'est réellement imposée pour construire une ruche, des constatations s'imposent d'elles-mêmes. Or, les ruches en paille, et notamment en paille de seigle, sont de meilleure qualité et peu coûteuses. Elles permettent aux abeilles d'être bien abritées et résistent très bien aux aléas climatiques. De plus, elles sont plus faciles à entretenir et très maniables. Ainsi, le travail de l'apiculteur en est facilité. A contrario, les ruches faites de terre cuite, alors, je vous montre déjà des petites ruches, donc les ruches en paille, une petite ruche bretonne aussi. Alors, donc, à contrario, les ruches faites de terre cuite présentent des inconvénients. L'amplitude climatique étant trop importante, en cas de chaleur, il fait beaucoup trop chaud dans la ruche. Et lorsqu'il fait froid, il fait beaucoup trop froid. Alors, malgré beaucoup de liberté en ce qui concerne la construction d'une ruche, certaines consignes donc méritent d'être respectées. Et pour empêcher toutes sortes de nuisibles comme les crapauds, les souris ou encore les fourmis de rentrer dans les ruches, elles doivent être posées en hauteur. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, à environ 1 pied du sol. Et grâce à cela, les abeilles peuvent effectuer tranquillement leur travail et l'apiculteur n'a pas à craindre pour ses abeilles. Autre consigne à respecter, c'est celle de créer une et seulement une ouverture. Alors, sur celle-ci, on ne voit pas. Normalement, il y a une toute petite ouverture en bas de la ruche, ce qui permet, là encore, d'éviter que les nuisibles rentrent dans la ruche, mais aussi d'éviter que l'humidité ne se propage dans toute la ruche. Pour la disposition des ruches, alors là c'est selon les personnes, beaucoup sont rangés en amphithéâtre, mais on peut également les disposer en quinconce ou en échiquier. Le tout est de garder une distance raisonnable entre chaque ruche pour permettre à l'apiculteur de circuler entre elles. Donc pour vous donner un exemple concret, je vais vous présenter deux sortes de ruches particulièrement répandues en Bretagne à l'époque moderne. Donc on a la ruche bretonne par excellence, alors qui s'appelle Argohélène. Donc, c'est un modèle typique traditionnel breton. Sa fabrication est artisanale. Il s'agit donc de paille de seigle ainsi que de tiges de ronces que l'on assemble. Alors, seules les plus longues tiges de ronces sont utilisées. On les gratte pour en ôter les épines, puis elles sont fendues en 2 ou en 4. On les gratte une nouvelle fois et à l'intérieur, cette fois, pour enlever la moelle. Quant à la préparation de la paille de seigle, il suffit simplement de la mettre à sécher. Une fois terminée, cette ruche était posée directement sur une pierre de granit qui lui permettait un certain maintien. Donc là, c'est ce qu'on voit exactement ici. Il en reste très peu des modèles comme ça.
Autre exemple de ruche particulièrement utilisée à cette période, c'est la ruche pyramidale. Alors on doit sa création à un comte, Monsieur le comte de la Bourdonnais, elle a appelé ruche pyramidale ou ruche écossaise. Alors en fait, cette technique, elle est très fonctionnelle et elle a rapidement été utilisée par les apiculteurs bretons. Alors en fait, il suffisait de placer un second panier sous la ruche. Alors je ne sais pas si vous voyez l'image tout en haut, donc avec la ruche en paille. Donc ça, c'est la ruche d'origine. Et plus il y avait d'abeilles dans la ruche, plus donc du coup, on rajoutait un deuxième panier en dessous et on continuait comme ça. Et les abeilles descendaient du haut de la ruche dans les paniers les plus bas, et on pouvait ramasser le haut de la ruche sans avoir d'abeilles dans le panier. Donc c'était assez aisé pour la récolte. Et ça permettait aussi de ne pas abîmer le couvain et permettre le renouvellement de l'espèce. Alors à présent, je vais vous parler du rucher. Donc le rucher correspond à l'endroit où sont réunis un certain nombre de ruches. Alors il n'y a pas de chiffre exact, ça peut être 5 ruches comme 20 ruches. Il n'y a pas du tout de normes. Voilà, merci. Alors concernant son emplacement, il est recommandé de l'installer en bas de colline, abrité, proche de prairies, mais aussi de ruisseaux, dans lesquels il est important de jeter des branchages, des mousses, des cailloux, permettant ainsi l'appui aux abeilles lorsqu'elles souhaitent se rafraîchir. De cette manière, les abeilles pourront, une fois chargées, descendre plus facilement. La végétation alentour doit être assez importante, donc des arbustes à fleurs, des plantes aromatiques, des buissons, etc. Cela permet ainsi aux abeilles de travailler, mais aussi d'avoir un cadre de vie agréable. Ça peut paraître anodin, mais les abeilles sont très sensibles aux odeurs et au cadre de vie. Il faut donc à tout prix éviter les endroits marécageux, par exemple. Autre précision, il c'est très bien d'éloigner le plus possible les ruchers de chemins fréquentés afin que les abeilles soient au calme. Toutefois, c'est quand même mieux si l'apiculteur habite juste à côté, ça lui permet de veiller plus facilement sur ses abeilles. Alors le rucher en lui-même nécessite quand même une organisation et une construction particulière. Il faut donc dans un premier temps construire un mur sur lequel on va poser un toit. Alors en bois ou en chaume, c'est selon, et soutenu par 2 poteaux de chêne. Toutefois, entre chaque poteau, il y a une ouverture, ainsi pour que l'endroit soit clos. Une cloison est percée. Alors là, c'est pareil, sur mes petites images, on voit pas là, on voit mieux. Donc il y a des petites cloisons dans les murs qui permettent à l'air de circuler. Pour l'été, c'est très bien. Ça permet d'aérer le rucher. Et comme c'est un peu en hauteur, ça évite là encore que les nuisibles rentrent dans le rucher. Alors, concernant la récolte de miel, elle a été facilitée par l'invention du cadre mobile par François Huber, qui est un naturaliste suisse. Donc, c'est la ruche qu'on connaît, quasiment la ruche qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment les cadres qu'on enlève et qu'on sort. Et c'est beaucoup plus facile pour récolter le miel. Alors, pour pouvoir récolter du bon miel et de la cire de qualité, il faut savoir s'occuper de la ruche correctement et lui accorder du temps. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est exactement comme ça que ça va se passer. Donc, l'entretien d'une ruche doit être effectué selon un calendrier très précis, de manière à ce que la ruche soit dans le meilleur état possible. Alors, à partir du printemps et jusqu'au mois de novembre, on doit prendre soin de vérifier les ruches 2 à 3 fois par an, s'assurant ainsi de leur bon fonctionnement, mais aussi de l'état de santé des abeilles. Pendant l'hiver, les abeilles sont au repos et donc dans les années où les récoltes sont peu fructueuses, il se peut qu'elles aient très peu de réserves. Alors il ne faut surtout pas hésiter à les nourrir de miel qu'on aura gardé par l'occasion. Certains estiment que ça peut les rendre oisives, mais bien au contraire, cet apport de nourriture va simplement leur aider à reprendre des forces pour attaquer la nouvelle saison. Donc, comme je l'ai dit, l'hiver est une période difficile pour les abeilles. Les froids et les intempéries sont leurs grands ennemis. Alors les apiculteurs se doivent de protéger le mieux possible qu'ils peuvent leurs abeilles. Donc on recouvre à ce moment-là les ruches, notamment à l'aide de paille. Et l'entrée de la ruche est grillagée. De cette façon, les abeilles ne peuvent pas sortir au moindre rayon de soleil. L'ouverture grillagée permet aussi de faire circuler l'air dans la ruche et d'empêcher, là encore, les nuisibles d'y pénétrer. En mars, les abeilles commencent à sortir peu à peu de leur torpeur hivernale et c'est le mois idéal pour apporter des soins et pour nettoyer la ruche.
De plus, comme les abeilles sont sont toujours engourdies par l'hiver, c'est à cette période qu'on vend les ruches. Donc il y a eu des ventes de ruches, et comme elles sont vraiment dans un état, elles sont encore un peu fatiguées, c'est très bien, ça permet de ne pas avoir de soucis pour le transport. En avril, le temps peut lui aussi s'avérer chaotique, alors il faut veiller là encore à penser à nourrir les abeilles. Certains ne l'ont pas fait, je l'ai vu dans certaines archives, on pense que les beaux jours arrivent et finalement il y a un coup de gel et les abeilles meurent et donc il n'y a pas de récolte de miel. Les mois de mai et juin donc annoncent les beaux jours et là c'est la période idéale pour mettre en place de nouvelles hausses. Donc c'est ce qu'on voit, les cadres qu'on voit sur le petit schéma, donc destinés à recevoir les nouveaux essaims. Et il est conseillé de veiller et nourrir les essaims les plus faibles en août, mais aussi en septembre, de sorte qu'ils passent l'hiver suivant. Alors, maintenant, je vais vous parler de la taille de la ruche, donc la récolte en elle-même. Alors, elle est extrêmement codifiée et doit être réalisée de façon très minutieuse. Alors, la récolte a lieu 2 fois à l'année. Alors, concernant les dates, cela varie selon les sources consultées, de mars à juin pour la première récolte et d'août à automne pour la seconde. Cela peut varier aussi selon les pays et les années. En effet, le climat et les conditions météorologiques jouent un grand rôle dans le bon fonctionnement d'une ruche. Ainsi, les années trop chaudes ou trop froides se révèlent être très mauvaises pour les abeilles puisqu'il n'y a pas de fleurs, d'arbres, donc elles ne peuvent pas butiner. Et en ce qui concerne l'heure la plus appropriée pour réaliser cette taille, on conseille de le faire vers midi, puisque les abeilles sont parties travailler. Donc il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui restent dans la ruche. Toutefois, il faut aller le plus doucement possible afin de ne pas éveiller leur colère et éviter de se faire piquer. Alors, donc la personne c'est un peu comme aujourd'hui, la personne qui va être en charge de la récolte doit s'armer de certaines précautions. Donc il faut se couvrir la tête et le torse à l'aide d'un grand capuchon de toile qui va descendre jusqu'à la ceinture. Donc c'est vraiment similaire à aujourd'hui. Une ouverture donc est réalisée à l'endroit des yeux dans la toile de tamis et une paire de gants est bien évidemment utile. Alors la première étape de la taille consiste à enfumer la ruche pour éloigner donc les abeilles et agir de façon plus libre. Alors cette étape va se réaliser grâce à un récipient que l'on va disposer à proximité de la ruche dans lequel on aura mis le feu. De cette façon, les abeilles vont quitter peu à peu la ruche, laissant le libre champ pour la récolte. Et ce feu va également servir à chauffer la lame de l'instrument qui va être destiné à trancher net les rayons du miel. Si on s'en servait à froid, par exemple, de cet instrument, les rayons se colleraient les uns aux autres et se déchireraient. Donc on n'aurait pas le miel de qualité que l'on souhaite. Donc on va détacher ensuite tous les rayons qui se tiennent aux parois, puis avec la lame, on va trancher les rayons vides. Par contre, à cette étape, il faut être extrêmement prudent pour ne pas trancher le couvain, donc les larves qui permettent le renouvellement de l'espèce. Alors, pour récolter le miel, il arrivait aussi fréquemment que les essaims soient tués, obligeant chaque année l'apiculteur à trouver de nouveaux essaims. Alors, cette méthode en a révolté plus d'un, et plus particulièrement un breton du nom de Pierre-Louis du Couédic, qui a pris clairement position contre l'étouffage des abeilles, par le biais notamment de nombreux ouvrages. Alors, c'est une technique ancestrale et elle était particulièrement employée dans les campagnes bretonnes tout au long du XIXe siècle, tout au long de l'époque moderne, mais aussi au XIXe siècle. En tuant la totalité d'un essaim, les personnes qui pratiquaient donc cette méthode estimaient qu'il était plus aisé de récolter le miel, mais il n'y avait plus d'essaim du coup. Donc chaque automne, la technique simple était répétée. Donc on creusait un trou, donc souvent à proximité des ruches, dans lequel on mettait le feu, donc un peu comme pour la récolte, sauf que là on versait directement la ruche par-dessus. Donc toutes les abeilles étaient étouffées, et une fois l'essaim décimé, il ne restait plus qu'à détacher les rayons de miel. D'autres techniques moins répandues étaient parfois utilisées, comme la noyade, mais la finalité était la même. Donc c'était bien dommage. Les apiculteurs ou particuliers qui possédaient une ruche comptaient sur l'essaimage naturel qui assurait ainsi le renouvellement des ruches l'année suivante. Alors, je crois que j'avais mis une image. Non, désolée.
Alors donc du coup, pour mettre fin à ces techniques, donc Pierre-Louis Duquesdic va vanter une invention qu'il va mettre en place, donc dans de nombreux ouvrages, donc la ruche pyramidale dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Alors là, on voit de façon beaucoup plus claire. Alors il a repris l'invention de la ruche écossaise et lui il a rajouté un panier. Donc il a trouvé une solution. Donc je cite un de ses ouvrages. Il n'est rien de plus simple, rien de plus naturel, de moins dispendieux, ni de plus riche que la ruche pyramidale pour la conduite des abeilles et pour retirer ces précieux insectes, le grand produit de chaque année. Au moins un essaim et un panier plein de cire et de miel, sans les détruire, les châtrer ni les fumer. Donc pour lui, on peut parfaitement concilier récolte importante de miel et de cire et préservation des abeilles. C'est pourquoi il va s'élever aussi durement contre la majorité des producteurs qui étouffent annuellement leurs essaims. Alors tout d'abord, ce que je vais expliquer de façon un peu plus claire ici, lorsqu'une ruche essaime, pour que l'essaim ne parte pas ailleurs, ce qui serait donc une perte pour la récolte, Pierre-Louis Duquesdic préconise de placer un panier dit écossais sous la ruche de résine. Donc c'est ce qu'on voit à la deuxième phase. Au bout d'un an, lorsque la ruche essaime de nouveau, on va renouveler l'opération en plaçant un nouveau panier, donc troisième phase. Et à partir de ce moment-là, la ruche va devenir pyramidale. Et au début de l'automne, il va préconiser la récolte de miel et de cire. Donc, contrairement aux apiculteurs qui étouffent entièrement leurs essaims, grâce à cette ruche, on peut récolter le miel sans tuer les abeilles. Donc, il suffit de détacher les deux paniers supérieurs des deux autres. Et si tout se passe bien, il n'y a ni abeilles ni couvains dans ces paniers supérieurs. Et on retrouve seulement le miel et la cire. De cette façon, tout est retiré. Alors lui, il dit, donc je cite encore, « Cette récolte est infaillible tous les ans et perpétuelle si la peuplade n'est pas détruite par des accidents qui ne peuvent pas être prévenus. » Donc bien évidemment, il faut que toute l'année, il n'y ait pas eu de trop froid ou de trop chaud. Donc au printemps suivant, quand la ruche essaime, on va réitérer les opérations et on met encore un troisième panier, etc., jusqu'à l'infini en fait. Donc selon les saisons, donc le miel qu'on va récolter n'aura pas les mêmes qualités gustatives. Il est avéré que le miel récolté au printemps est plus estimé que celui d'automne. En effet, c'est plutôt par rapport aux fleurs. Donc les fleurs de printemps fournissent un sucre d'une plus grande qualité. Et quant au miel d'été, lui, il est considéré lui aussi comme inférieur au miel de printemps. Il fermente facilement en raison des chaleurs courantes en cette période. Alors une fois donc le miel récolté, on peut récupérer la cire restée sur les rayons. Et pour cela, un processus là encore très encadré est nécessaire. Donc dans un premier temps, il faut faire bouillir les gâteaux dont on a tiré le miel dans un gros chaudron rempli d'eau tout en remuant ce mélange. Et c'est en remuant fréquemment que la cire va remonter à la surface. Il faut ensuite la récupérer à l'aide de passoires et l'insérer dans des sacs de toile. On obtient ainsi une cire de première qualité que l'on dispose par la suite dans des terrines. On peut continuer ces opérations si l'on souhaite obtenir une cire de plus en plus pure. Il suffit de faire fondre la cire toujours dans un chaudron rempli d'eau. Et une fois le feu bouillonnant, on écume la cire de ses impuretés. Et après, on en fait des pains. Alors notre travail nous emmène ensuite à nous demander quelles étaient les quantités produites selon les ruches, question à laquelle il est très difficile de répondre avec exactitude. Plusieurs facteurs entrent en compte, donc le climat, la région, la période de l'année, le type de ruche, le type de végétaux butinés, la façon dont est menée la récolte, etc. Tous ces critères sont bien évidemment variables et ne permettent donc pas d'établir de statistiques précises. Toutefois, à l'aide des sources imprimées consultées, certains chiffres peuvent être avancés, chiffres que je ne généralise pas. Donc pour Jérôme Blanqui, qui est auteur du Dictionnaire du commerce et de l'industrie, les ruches les plus abondantes peuvent produire 5 à 6 litres de miel par an et près de 3 litres de cire. Charles Féburier, quant à lui, souligne qu'il faut des années favorables pour enlever 60 à 70 livres de miel d'une ruche. Gérard Hallé, donc là c'est plus récent, dans Abeilles et miel en Bretagne, estime que l'on peut récolter entre 12 livres et 15 kg de miel par an et par ruche en utilisant la technique de l'étouffage des abeilles.
Toutefois, ces données sont, pour le dernier, il ne parle que de l'année 1789. Et donc, je suis allée aux archives à Paris pour me demander aussi, et pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Et là, j'ai réussi à trouver pour l'année 1813, dans le Finistère, donc des données. Donc, le directeur général du bureau d'agriculture va s'adresser à Monsieur le comte de Saint-Luc, qui était alors préfet du département du Finistère, pardon. Et il dit ceci: je vois que dans cette partie du royaume confiée à vos soins est une des celles où cette branche de l'industrie rurale a pris le plus d'extension et où elle mérite le plus d'attention. Il paraît, d'après vos calculs, que l'on peut compter pour chaque ruche à peu près 1,5 kg de cire brute et 7 kg de miel brut. Ce produit est considérable en comparaison à celui qu'on obtient dans d'autres pays et prouve bien que la Basse-Bretagne est favorable à l'éducation des abeilles. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de miel à cette période en Bretagne. Une fois la récolte terminée, le miel donc devait être stocké dans différents contenants. Alors, si les sources évoquent fréquemment la récolte en elle-même, elles sont peu nombreuses à s'intéresser au contenant dans lequel le miel est conservé. Alors, l'avantage quand même du miel, c'est qu'il se conserve assez facilement et en général dans plusieurs sortes de récipients. Alors, certains contenants sont utilisés spécialement en vue du transport. Donc, le plus utilisé, c'est le fût, qui permet une réelle protection du miel, qu'il soit liquide ou cristallisé, et si bien sûr le fût est de qualité. C'est avec du chêne que la plupart des fûts donc, sont construits, puisque c'est très solide, et contrairement à d'autres bois, il ne va pas aspirer le miel, et donc il ne va pas abîmer le produit. Véritable enveloppe si le fût est bien conditionné, ça permet de déjouer toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lors du transport et mieux protéger le miel. Donc il est recommandé d'utiliser des fûts neufs. En effet, les fûts usagés vont donner un mauvais goût au miel, et puisque parfois ils sont encore assez humides et ils vont absorber le miel, des parties du miel. Toutefois, si on ne peut vraiment pas utiliser de feu neuf, il faudra prendre toutes les précautions avant d'utiliser un fût usagé. Une inspection minutieuse du fût devra avoir lieu, visant à déterminer s'il y a des moisissures ou s'il y a des fissures, pour ne pas donner bien sûr un mauvais goût au miel. Concernant la conservation que l'on peut appeler d'individuelle, plusieurs contenants peuvent être choisis. Donc le pot en verre, c'est plutôt onéreux et très fragile, mais il permet de voir la couleur du produit et surtout si le miel est en bon état. Le second récipient dans lequel on peut conserver le miel est le pot en pulpe de bois, qui a l'avantage, lui, d'être peu coûteux. Toutefois, à la différence donc, du verre, il est opaque. On peut aussi conserver le miel dans des pots de grès. Le tout est que le contenant et le miel soient laissés au frais. Alors, j'en viens à ma dernière partie. Donc, je vais vous parler là des différents usages des produits de la ruche. Alors, le premier usage qui nous vient forcément à l'esprit quand on évoque le miel, c'est la consommation alimentaire. Donc, tout comme les abeilles, les hommes apprécient se délectent du miel. Donc, il est utilisé pour ses vertus sucrantes et il a rapidement été mis en compétition avec les miels. Alors, le miel a longtemps eu le monopole en Bretagne et notamment en campagne. Il est vrai qu'il était beaucoup plus simple d'avoir accès à ce produit qu'au sucre. En effet, bon nombre de foyers possédaient au moins leur propre ruche et très souvent destinée à l'usage personnel. A contrario, lui, le sucre devait être importé. En ville, par contre, et notamment dans les villes bretonnes, on remarque que le sucre a complètement supplanté le miel. Considéré comme un produit exotique au même titre que les épices, le sucre est extrêmement prisé dans le monde urbain. Et le miel, par contre, y est consommé de façon détournée, donc soit par le biais d'hydromel, soit par le biais de remèdes médicaux. Une chose est sûre, c'est qu'au XVIIIe siècle, le miel véhicule le miel véhicule l'image de la campagne et le sucre, lui, est prisé pour sa nouveauté. Si le sucre pénètre les villes, il est très marginal en campagne. D'une part, il est coûteux et d'autre part, consommer le sucre risquerait de mettre en péril la culture du miel. Alors, concernant les recettes qu'on pouvait faire à cette période avec du miel, donc quand on pense aujourd'hui miel, on pense édulcorant. Donc on ne l'étalait pas bien sûr sur des tartines comme de la confiture, mais on sucrait les tisanes. Il permettait aussi de sucrer les confitures et lui donner un goût aussi particulier. On l'utilisait aussi pour confectionner les gâteaux, les pains et autres friandises.
et notamment donc, le pain d'épices qui était uniquement fabriqué avec du miel de Bretagne. Les pains d'épicier cherchaient vraiment le miel de sarrasin. Ça permettait de donner un petit goût particulier. Il a aussi servi à la confection du nougat et il était destiné au pain aussi destiné aux fêtes religieuses. Autre usage du miel, à cette période comme à l'Antiquité d'ailleurs, on pouvait donc enduire les viandes et les fruits pour permettre la conservation des produits. Donc, les produits de la ruche sont également réputés pour leurs vertus médicinales. Donc, ainsi, ils vont rentrer dans la composition de nombreux traitements. Donc, au XVIIe siècle, Jean Reynoud, dans ses œuvres pharmaceutiques, considère que le miel est avec le sucre, l'huile et la cire l'un des 4 principaux piliers d'une boutique d'apothicaire. Alors, concernant les vertus du miel, donc le miel est principalement utilisé pour traiter les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées. Selon les plantes butinées, le miel va avoir des vertus laxatives, purgatives, mais aussi antibactériennes ou cicatrisantes. Alors, l'hydromel, quant à lui, est le résultat d'un mélange de 2 onces de miel fondu au préalable dans une pinte d'eau. Et ce mélange peut être qualifié de tisane et prescrit aux enfants ayant des problèmes diurétiques, car il est très laxatif. Ses vertus adoucissantes sont également très réputées et l'hydromel est notamment recommandé dans les inflammations de poitrine. Autre usage d'un produit de la ruche, c'est la cire. Donc elle n'est pas utilisée couramment comme médicament. Toutefois, l'huile et le beurre de cire, donc les produits dérivés de la cire, sont fréquemment prescrits en vue de guérir notamment les maladies de peau. L'huile de cire, par exemple, est excellente pour soigner les engelures. Quant au beurre de cidre, on peut l'utiliser à la manière de pommade pour soulager les contractions des membres ou encore pour apaiser la gerçure des lèvres, les brûlures ou les hémorroïdes. On trouve également la cire dans la composition des suppositoires. La propolis, autre produit dérivé de la ruche, est réputée pour ses effets antibiotiques et bactéricides. Elle est utilisée notamment en crème et permet de cicatriser les plaies plus longtemps et elle aussi de soulager les hémorroïdes. On la trouve aussi dans la composition de sirop pour apaiser les irritations de gorge. Alors le miel, comme soignait les personnes à terre mais aussi à mer, j'ai vu dans beaucoup d'archives que le miel était embarqué sur les bateaux. Donc les chirurgiens de navires de commerce, mais surtout les vaisseaux de guerre, emportaient le miel dans des caisses de médicaments. Toutefois, au vu du nombre de personnes à bord des navires, le miel était prodigué à dose homéopathique. Alors, dernier usage des produits de la ruche, et là c'est un usage vétérinaire. Donc les hommes étaient soignés par le miel et par les produits dérivés, mais les animaux aussi. On gardait simplement les moins bonnes parties du miel et de cire. Donc, par exemple, le miel de qualité médiocre, qui était moisi, mélangé au couvain, il était mis de côté et on pouvait soigner les troubles respiratoires des animaux ou simplement leur donner un petit coup de fouet à la fin de l'hiver. Donc, la Bretagne, au XVIIIe siècle, permet à l'apiculture de se moderniser. En effet, donc, grâce à ces savants et leurs ruches révolutionnaires, l'apiculture va peu à peu progresser, donc permettant non seulement d'améliorer les conditions de vie des abeilles, mais aussi d'augmenter les rendements. L'apiculture bretonne va passer donc d'amateur. D'ailleurs, avant le XVIIIe siècle, on n'emploie pas le terme d'apiculteur, mais bien d'hommes qui s'occupent des abeilles ou hommes qui s'occupent des mouches à miel. Et elle va passer d'une apiculture professionnelle. De plus, si le miel breton ne convient pas aux palais les plus fins, il est malgré tout donc fortement apprécié des Hollandais qui l'achètent en quantité impressionnante. Par exemple, en 1758, à peu près 5 millions de livres de miel vont être exportés vers les Pays-Bas. Donc pour le moment, c'est le sens de ma thèse et j'essaie de comprendre pourquoi un tel commerce. Je vous remercie. 24 minutes.